Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'Association parlementaire européenne pour cet échange philosophique et politique autour de l'intelligence artificielle en Europe. Nous allons commencer par un mot d'ouverture d'Aurélien Benoît-Lide, président du Forum européen de bioéthique, qui va animer le débat avec moi ce soir. Monsieur Benoît-Lide, c'est à vous. Merci Monsieur Angeli. Donc, merci à l'APE de nous recevoir. C'est vrai qu'on vient régulièrement au Forum européen de bioéthique pour discuter un petit peu, parfois sous la forme d'un petit déjeuner, avec les députés européens, tout simplement parce que si le forum s'adresse aux citoyens, eh bien, ce sont les citoyens qui font remonter les questions pour qu'ensuite le monde politique, et notamment les députés européens, puissent s'en servir pour faire avancer ensuite la question. C'est vrai que l'intelligence artificielle est plus qu'à nos portes, elle est déjà dans nos maisons, avec des répercussions et des conséquences pour le meilleur et pour le pire, qui ont l'air d'être en marche sans qu'on puisse les arrêter. Alors c'est vrai qu'il y a une actualité importante. L'Union européenne est la première à tenter ou à poser en tout cas un cadre législatif autour et contraignant aussi autour de l'intelligence artificielle. L'Europe joue encore une fois son rôle de régulateur et c'est important, mais on est en droit de se demander si tout cela va fonctionner, si on va réussir à tous trouver une ligne commune et si ça va pouvoir avoir un impact sur les conséquences et les applications de l'intelligence artificielle. Donc nous allons faire un débat pendant une petite demi-heure. On vous laissera ensuite la parole. C'est aussi l'ADN du Forum européen de bioéthique. On retrouve, après la conférence inaugurale, donc il doit peut-être être un peu essoufflé ou assoiffé, Raphaël Enthoven, qu'on a déjà entendu parler de philosophie et d'intelligence artificielle. Je ne vais pas divulgacher pour ceux qui n'étaient pas là son propos, mais en tant que professeur de philosophie, il n'est pas très enclin à penser qu'il est en danger sur le plan des applications de l'IA. Raphaël Enthoven, donc, qui est philosophe et qui vient de sortir un livre tout à fait lumineux sur la question qui s'appelle « L'esprit artificiel » aux éditions de l'Observatoire. Et nous avons également la chance de pouvoir discuter ce soir avec François-Xavier Bellamy, qui est professeur de philosophie également, député européen depuis 2019 et récemment nommé vice-président exécutif des Républicains. Donc je vais maintenant laisser la parole à Matteo Angeli qui va commencer à mener ce débat. Merci beaucoup, Monsieur Benoît-Lide. Bonsoir et bienvenue à nos invités de ma part également. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. François-Xavier Bellamy, je me tourne d'abord vers vous. Le développement de l'intelligence artificielle ouvre la porte à de grandes opportunités, mais crée aussi de nouveaux dangers. Selon vous, la politique peut-elle vraiment influencer la trajectoire de ces évolutions ? Merci beaucoup, merci pour votre invitation d'abord, monsieur le directeur, monsieur le président. Et c'est une grande joie de pouvoir se retrouver si nombreux autour de cette question effectivement essentielle pour notre avenir, parce que nous le voyons bien, ce qui est aujourd'hui nommé derrière l'expression d'intelligence artificielle va bien sûr transformer notre expérience quotidienne, faire évoluer nos sociétés, notre vie démocratique, on en parlera certainement. Et je suis heureux d'en parler ce soir devant des collègues du Parlement européen. Nous quittons tout juste notre réunion de groupe pour venir se retrouver ici. C'est aussi un grand honneur de pouvoir partager cet échange avec Raphaël Enthoven. Mais je suis obligé de vous dire dès maintenant que nous allons vous décevoir beaucoup pour une raison assez simple, c'est que j'ai eu la chance de lire ce que Raphaël Enthoven disait de notre sujet de ce soir et il se trouve que je suis d'accord avec lui sur tout. Donc le débat risque d'être assez peu polémique. Peut-être. Je m'empresse d'ajouter que c'est le seul sujet sur lequel nous sommes d'accord sur tout. Parce que d'habitude nous éprouvons la jubilation du désaccord, qui est quand même l'une des plus grandes expériences de stimulation intellectuelle, mais parfois il arrive aussi que nous ayons des convergences, et notamment d'abord pour dire, et je crois que c'est par là qu'il faut commencer sans doute, parce que sinon on ne rentre pas dans la réalité du débat, pour dire une objection qui me paraît nécessaire à l'endroit de l'expression même d'intelligence artificielle. Nous avons admis cette expression dans le langage courant comme si elle était une évidence,
alors qu'en réalité, il me semble qu'elle recouvre une forme d'illusion, l'illusion selon laquelle la machine pourrait devenir intelligente. Intelligente au sens où nous entendons l'intelligence humaine. Je crois que l'intelligence humaine est faite de beaucoup plus, sans aucun doute, que de capacités de calcul. Et ce que nous appelons intelligence artificielle, c'est une capacité de calcul fascinante par sa puissance, par la complexité des opérations qu'elle est capable de réaliser, par les conséquences que permet ce développement exceptionnel, logiciel et matériel, une capacité de calcul fascinante, mais même poussée à l'extrême, aucune capacité de calcul ne peut finir par s'assimiler à une intelligence naturelle. Bien sûr, elle peut produire des effets qui ressemblent à ceux de l'intelligence. Et nous ne sommes pas les premiers dans l'histoire à avoir le sentiment que la machine pense. Déjà, au cœur de la naissance de la modernité, l'apparition, par exemple, de la capacité de calcul de la montre a souvent été utilisée par les philosophes qui nous ont précédés comme une métaphore de cette émission de signes et de sens dont nous ne comprenons pas les rouages profonds et qui donne le sentiment de dire quelque chose. La montre dit l'heure. Mais nous savons tous bien que la montre ne parle pas. Exactement de la même manière, d'une façon bien plus sophistiquée, évidemment, le modèle computationnel, celui de l'informatique contemporaine, présente des résultats qui ressemblent à de l'intelligence, mais qui, je crois, ne peuvent pas, sans une forme d'approximation dangereuse, être assimilés à elle. Dans l'intelligence, il y a bien plus que du calcul, il y a de l'intuition, il y a de la sensation, il y a de la sensibilité, et il entre aussi, certainement, nous en parlerons ce soir, je l'espère en tous les cas, il entre aussi une part du corps. Dès l'aube de la philosophie telle que nous la connaissons, telle que nous la pratiquons, nous voyons les premiers penseurs articulant cette discipline se demander pourquoi l'homme est intelligent. Et la réponse magnifique d'Aristote, et encore une fois, je ne vais pas la développer ici, peut-être y reviendrons-nous, mais la réponse magnifique d'Aristote, c'est que l'homme a des mains parce qu'il est intelligent. Le corps pense, et la main pense, et la main désigne, et en ce sens, elle est le lieu du sens et de la signification, elle aussi. Et je crois que dans notre approche politique, pour revenir à la question que vous posiez, je m'arrêterai là, dans notre approche politique, nous devons bien nous garder de cette considération quasiment mythologique qui nous fait considérer aujourd'hui l'intelligence artificielle, c'est-à-dire le pouvoir de nos algorithmes, comme étant assimilable à l'intelligence humaine. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas la prendre au sérieux, qu'il ne faille pas anticiper ses effets. Ils vont être absolument fascinants, ils vont transformer en profondeur notre expérience du monde, ils vont avoir un impact sur bien des défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Ils peuvent être, vous l'avez dit, une promesse et une menace, et en ce sens, nous devons travailler à réguler ces formes nouvelles de l'exercice du calcul que nous voyons survenir aujourd'hui. C'est le travail que nous faisons au Parlement européen, on y reviendra peut-être. Mais je crois que la première des choses à faire, c'est d'abord de discerner correctement l'objet auquel nous avons affaire et de ne pas nous méprendre sur ce qu'est le pouvoir sur lequel il convient aujourd'hui de reprendre le pouvoir. Réguler est-il suffisant pour maîtriser cette transformation qui est une révolution? Je vous demande. Alors là, nous sommes au cœur de la discussion que nous avons même aujourd'hui même, cette semaine, au sein du Parlement européen. Réguler est nécessaire, parce qu'encore une fois, je le redis, le défi, je vais terminer par là, c'est de garder le pouvoir sur notre propre pouvoir. C'était dans l'annonce qu'il en faisait, ce que Carl Schmitt décrivait comme le défi du siècle à venir, un auteur qui a commis beaucoup d'erreurs sur beaucoup de sujets, mais qui, dans Prométhée déchaîné, avait pensé de manière très frappante, je trouve, ce sujet majeur que représenterait la technique pour le temps qui devait venir. Reprendre le pouvoir sur notre propre pouvoir, c'est un défi, mais je suis sûr que c'est un défi pour chacun d'entre nous ici, pour tous ceux qui, en tous les cas, ont dans leur poche cet objet qu'on appelle un téléphone intelligent, déjà, ces smartphones qui font aujourd'hui partie de notre expérience quotidienne du monde, ils sont devenus quelque chose qui nous maîtrise plus que nous ne les maîtrisons. Et nous avons le devoir de tenter de faire en sorte que nos outils restent des outils
et que nous ne devenions pas le prolongement de nos propres outils, que nous ne soyons pas maîtrisés par notre propre technique. Et donc oui, la régulation fait partie de ce défi. Il faut réussir à faire en sorte que l'intelligence artificielle ne sorte pas de tout contrôle. Et je pense à des applications extrêmement simples. Par exemple, les conséquences de l'intelligence artificielle sur le débat public, sur le débat politique, sur la vie démocratique peuvent être dévastatrices si nous n'y prenons pas garde. Comment réussir à garder intact chez nos concitoyens le discernement nécessaire à l'exercice de la liberté civique si nous sommes confrontés à un flux massif d'informations dont la vérité est indiscernable. Et cette production massive d'informations qui mélangera comme jamais auparavant le vrai et le faux est certainement l'un des grands défis sur lesquels il faut bien sûr être capable de légiférer. C'est ce que nous faisons aujourd'hui au Parlement européen, avec pourtant cette tension qui reste extrêmement forte entre le fait de pouvoir continuer de chercher, de pouvoir continuer d'inventer, de pouvoir continuer d'innover, de ne pas devenir dans une sorte de répartition mondiale des rôles. Vous savez, on dit souvent que l'Amérique invente, la Chine copie et l'Europe régule. Si nous en restons à cette position, pour schématiser de manière très triviale, eh bien, nous risquons de sortir de l'histoire par le fait que nous deviendrons les observateurs d'un avenir qui s'invente ailleurs. Donc nous devons garder une capacité d'innover en Europe, une capacité de chercher, une capacité de développer du nouveau, et pourtant ne pas nous laisser faire par ce pouvoir qui jaillit et qui pourrait finir par nous échapper si nous n'y prenons pas garde. Merci, Monsieur Bellamy. Monsieur Enthoven, la philosophie peut-elle aider la politique à trouver des réponses aux nombreuses questions soulevées par l'avancée de l'intelligence artificielle? Je ne sais pas si la philosophie peut aider la politique. J'ai toujours trouvé, je suis très admiratif du parcours de mon camarade à droite, de droite à droite. Je suis très admiratif d'un parcours où l'on parvient à rester philosophe tout en étant dans un engagement politique. Mais oui, bien sûr, il y a quand même une tension propre à l'exercice philosophique. Faire de la philo, c'est à la fin d'une vérité s'intéresser à la vérité d'en face. Faire de la politique, ça n'est pas toujours ça. Et donc, ça me paraît difficile, mais pourquoi pas? Et en tout cas, quand c'est réussi, c'est formidable. Est-ce que la philosophie peut aider la politique? J'en sais rien. Ce que je sais, en revanche, c'est que la philosophie a une vertu très particulière, c'est qu'elle permet de pointer les limites de l'IA. Et ces limites, en réalité, sont une évidence. Comment dire ? La philosophie permet de pointer les limites, mais surtout la philosophie constitue une limite pour l'IA. Et une limite fondamentale. Faire de la philosophie, qu'est-ce que c'est ? Faire de la philosophie, c'est d'abord et avant tout trouver ce qu'on appelle une problématique. C'est-à-dire, c'est ce qu'on apprend en terminale, en septembre, terminale, septembre-octobre, on vous pose une question, quelle est la problématique ? Autrement dit, quel est le problème à l'intérieur de la question qu'on vous a posée ? Si par exemple je vous dis être libre, est-ce faire tout ce qu'on veut ? Il va falloir questionner la liberté, ce que signifie le fait de faire tout ce qu'on veut, pour savoir si on est libre quand on fait tout ce qu'on veut et si tout le monde en fait autant. Voyez ? Et là, on tient la problématique. Eh bien, ce petit pas de côté, qui consiste à mettre la main sur une problématique, à saisir le problème à l'intérieur d'un sujet, l'IA en est parfaitement incapable. Si vous demandez à l'IA de faire une dissertation de philosophie, vous lui donnez le sujet de votre choix, elle ira prélever dans le corpus, dans la totalité du corpus disponible, les thèses adéquates sur le sujet, qu'elle pourra résumer efficacement, ranger dans des tiroirs opportuns, et elle fera tout ça en quelques secondes. Mais le résultat sera lamentable. Le résultat sera incurablement nul. Et c'est ça qui est intéressant. Et tout à l'heure, vous avez dit que l'intelligence humaine était faite de beaucoup plus que l'IA. Je suis d'accord avec vous, mais j'apporterai une nuance à ça. Au lieu de dire de l'intelligence humaine qu'elle est faite de beaucoup plus que l'IA, ce qui introduit un rapport de commensurabilité entre les deux, laisse entendre en somme que ce qui nous sépare de l'intelligence artificielle n'est qu'une affaire de complexité. Mon sentiment est que ce qui nous sépare de l'intelligence artificielle est d'une autre nature. Ce n'est pas que l'intelligence humaine a quelque chose de beaucoup plus que l'IA, c'est que l'intelligence humaine est d'une autre nature. C'est une altérité radicale. À quoi tient cette altérité radicale ? Elle tient à ce que les philosophes appellent le je ne sais quoi, que dans le livre, je veux appeler l'esprit. C'est-à-dire, elle tient à la partie de nous-mêmes, à l'étoffe
dont nous sommes faits et qu'aucune machine ne parvient à synthétiser. Le meilleur exemple qu'on puisse en donner, c'est l'amour. Imaginez par exemple que votre conjoint, votre conjointe vous demande imprudemment pour quelle raison vous l'aimez. Et que vous, malheureux, vous vous aventurez à répondre à cette question. Quelle que soit la réponse que vous donnez au sentiment que vous éprouvez, le sentiment que vous éprouvez est soluble dans la dissipation des raisons que vous lui avez données. Si vous dites « je t'aime parce que tu es belle », oui, ben, si je deviens moche, ben, oui, ben, je t'aimerai moins. si vous dites « je t'aime parce que tu es riche », vous êtes un mufle. Et puis ensuite, oui, mais si le moindre revers de... Si vous dites « je t'aime parce que tu es original », ça passe mieux. Oui, mais enfin, vous exposez l'amour au moindre moment de banalité. Autrement dit, l'amour ne s'explique pas sans se perdre. L'amour est une cause perdue, comme les sentiments sont une cause perdue. Il y a là quelque chose qu'on peut expliquer, mais qu'on perd en l'expliquant, dont on perd la substance quand on l'explique. Et de façon générale, et j'en termine parce que je ne veux pas être trop long, de façon générale, il y a dans la vie, dans la discussion, dans la façon dont les mots me viennent maintenant, à la faveur de la question que vous m'avez posée et de ce que François-Xavier a dit juste avant, il y a dans la vie, en permanence, un élément imprévisible qui interdit de prédire exactement le contenu de la réponse qu'on peut faire. Nous ne sommes pas des automates. La totalité des traces que nous laissons sur Terre ne compose pas l'individu, c'est-à-dire l'indivisible que nous sommes. La totalité des traces que nous laissons sur Terre est à l'individu que nous sommes ce qu'un tas de cendres est au feu qu'il a causé. Ça n'est pas à coup de data, à coup de données, à coup d'informations que l'on arrive à reproduire la célérité de l'esprit. Ça n'est pas comme ça que ça se passe. Ce qui nous sépare, pour le dire en un mot très simplement, ce qui nous sépare de l'intelligence artificielle, ce n'est pas notre complexité, c'est notre simplicité. Ce que j'appelle la candeur, notre simplicité. C'est la simplicité, c'est-à-dire, par exemple, une émotion dont la cause est perdue. Ou bien une façon de répondre dont on ne sait pas pourquoi c'est elle qui nous est venue. Il y a là quelque chose d'indiscernable, d'insaisissable par la machine et dont il est essentiel de préserver le caractère, à mon sens, insaisissable. Donc, pour en revenir à votre question, je ne suis pas certain que la philosophie puisse aider la politique, en particulier quand la politique n'en a pas besoin. Mais en revanche, je suis certain d'une chose, c'est que la philosophie est durablement préservée contre les méfaits ou les bénéfices de l'IA. Alors, je ne nie pas l'ampleur de la révolution que constitue l'intelligence artificielle. Je veux juste dire que s'il existe encore, ce qui n'est pas garanti avec les dernières réformes du bac, s'il existe encore, le métier de prof de philo, lui, est sauvé. Voilà. François-Xavier Bellamy, l'Europe est pionnière dans la régulation de l'intelligence artificielle. On le voit avec l'AI Act qui vient d'être signé par la France après pas mal de temps de réflexion, on va dire. Mais avant même de scier la branche sur laquelle elle repose, on remarque bien qu'en Europe, on manque encore d'un écosystème numérique et de géants de la technologie en comparaison au continent asiatique ou américain. Réguler sans inventer, est-ce suffisant pour maîtriser et ne pas subir la révolution de l'intelligence artificielle? Dit autrement, comment est-ce qu'on peut rattraper le train et accélérer l'innovation en Europe ou trouver les milliards que réclame le développement de l'intelligence artificielle? Ça nous ramène à des considérations bien concrètes. C'est vrai que la joie de l'échappée philosophique me paraît plus enthousiasmante que de revenir à ces sujets, mais après tout, il faut bien les traiter aussi naturellement. Effectivement, aujourd'hui, je le disais à l'instant, on est pris devant ce dilemme que on se fait gloire en Europe d'être les premiers à réguler. Le fait est que nous régulons quelque chose que nous n'inventons pas et que nous n'avons pas les moyens d'inventer. Alors, les raisons sont multiples.
mais il faudra bien les affronter. Parmi ces raisons, citons-en 3 simplement. La première d'entre elles, c'est que nous avons construit notre Union européenne d'abord comme un marché intérieur, et que ce marché avait pour objet, pour finalité, pour sujet même premier, pourrait-on dire, le consommateur. Le but était de faire en sorte que le consommateur puisse bénéficier sur le marché le plus ouvert possible du produit le plus accessible à moindre coût. Et par conséquent, nous avons construit une doctrine de la concurrence qui est aujourd'hui encore au cœur des politiques européennes et qui a pour objectif de stimuler la compétition pour faire en sorte que les entreprises soient obligées de rivaliser d'efficacité pour convaincre le consommateur. Il faut bien dire que nous, Français, cette doctrine de la concurrence nous a sortis de quelques-uns de nos vieux réflexes monopolistiques. Prenons un sujet comme les télécoms. Si on n'était pas dans l'Union européenne, on aurait peut-être aujourd'hui toujours un seul opérateur de télécommunications. Peut-être, d'ailleurs, serait-il encore intégralement public. La Commission européenne, l'Union européenne nous a conduit à fragmenter ce marché. Mais le résultat, c'est qu'il y a aujourd'hui, dans l'Union européenne, des dizaines d'opérateurs de télécommunications qui se font tous concurrence entre eux, qui donc ont des marges extrêmement faibles. Ils sont littéralement 140 au total dans le marché européen, là où aux États-Unis, il y a 3 opérateurs de télécommunications. Alors c'est sûr que les Américains payent beaucoup plus cher leur forfait de téléphonie mobile, mais du coup, ils ont des réseaux, des infrastructures qui sont beaucoup plus robustes. Et donc on se retrouve avec un problème d'investissement majeur pour les entreprises en Europe. Et ça, on voit bien que ça pose un vrai sujet aussi pour, vous parliez des milliards qu'il faut pour pouvoir investir l'intelligence derrière ce qu'on appelle, encore une fois, je peine toujours à employer l'expression, mais utilisons par convenance, derrière ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, il y a des investissements massifs, aussi bien en logiciel qu'on l'oublie trop souvent, en matériel. Parce que c'est très matériel aussi, ce sont des data centers, ce sont des réseaux de transport de ces données, et donc tout ça fait qu'aujourd'hui nous sommes mal armés pour affronter les investissements que requiert un tel défi. Il y a l'autre problème, c'est que notre volonté de réglementer, très louable, a rendu plus difficile aussi le travail d'innovation. Et prenez un règlement auquel nous sommes attachés, nous défendons la vie privée, nous tenons à la vie privée, nous tenons à faire en sorte que les données que nous émettons ne soient pas immédiatement commercialisées par des acteurs qui les utilisent sans même notre consentement. Nous avons construit ce règlement sur les données, mais du coup, pour les entreprises, il est beaucoup plus difficile d'accéder à des données en Europe que dans d'autres régions du monde, où les données sont soit contrôlées par des grands monopoles d'État, comme par exemple en Chine, soit accessibles immédiatement sur le marché libre, comme aux États-Unis. Et donc, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est ? C'est de la compilation de données. D'ailleurs, ça me permet de dire que je suis désolé si je me suis mal exprimé. Je ne voulais pas dire effectivement qu'il y a entre l'IA et l'intelligence humaine un rapport de degré, mais une différence de nature. Il y a en fait autre chose dans l'intelligence naturelle que dans l'intelligence artificielle. Ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est seulement du big data, c'est-à-dire de la compilation maximale de données. Et d'ailleurs, nous observons de ce point de vue-là, de manière magnifique, l'accomplissement de la modernité philosophique qui a commencé avec la révolution scientifique, le cœur de la révolution scientifique, le cœur de la découverte de Galilée, la vraie découverte de Galilée. Ça n'est pas que la Terre tourne autour du Soleil et pas l'inverse. La vraie découverte de Galilée, c'est que les calculs qui formaient cette hypothèse, ceux que Copernic avait posés avant lui, que ces calculs-là ne sont pas seulement des hypothèses théoriques, mais qu'ils disent la vérité de l'univers. Et donc, que les mathématiques, que les chiffres et les nombres disent la vérité du monde. Les mathématiques, pendant très longtemps, nous l'avons complètement oublié, mais pendant des siècles, les mathématiques se sont développées comme un pur jeu de l'esprit. Le mathématicien ne s'intéresse absolument pas à la réalité du monde, ça lui est complètement égal. Quand le mathématicien parle le géomètre parle d'un cercle, il ne regarde pas comment vivent les cercles dans la nature. Il décrit quelque chose qui n'existe pas. Une droite, quand nous étions à l'école et qu'on nous décrivait une droite, nous aurions dû faire une objection immédiate au professeur qui nous parlait. Une droite infinie de points. Une droite, c'est une succession infinie de points. Mais est-ce que vous avez jamais vu une droite ? Jamais. C'est impossible de tracer une droite. Une succession infinie de points, ça n'existe pas. Et même un segment d'ailleurs, parce qu'un point géométrique, ça n'existe pas. En géométrie, un point, c'est une surface sans étendue. Dans le monde physique, ça n'existe pas, un point. Donc, on a longtemps vécu les mathématiques comme une manière de s'échapper des contraintes de la réalité matérielle. Et la philosophie elle-même aimait les mathématiques. Platon aimait les mathématiques précisément parce que les mathématiques consistaient à fuir le monde sensible pour s'élever dans le ciel des idées.
Et voilà que d'un seul coup, Galilée découvre que les mathématiques disent la vérité de la matière, la vérité de l'univers physique. Et c'est ça la grande découverte de la révolution scientifique, d'où le rêve de transformer la connaissance de la matière en une connaissance mathématisée, le rêve cartésien de la mathésis universalis. Et donc l'intelligence artificielle, c'est ça, c'est le big data, c'est la compilation des données. Et aujourd'hui, effectivement, un des grands problèmes pour l'Europe, je suis passé par le détour de la philosophie, je reviens à mon tropisme professionnel, mais un des grands problèmes pour l'Europe, c'est qu'effectivement, nous n'offrons pas un contexte aussi favorable que les États-Unis ou l'Asie pour accéder à ces données. Et donc, nous sommes pris dans cette tension qui fait que nous voulons et nous tenons à faire en sorte que nos principes deviennent la règle qui plie d'une certaine façon la technique à la loi commune, mais cette exigence de la règle, elle rend plus difficile pour ceux qui veulent innover chez nous l'agilité, la souplesse, la profondeur de champ nécessaire pour pouvoir continuer d'inventer. Et c'est cette tension-là qu'il faut que nous arrivions à résoudre dans le travail législatif. Merci. Raphaël Enthoven, philosophie et bioéthique, même combat. Ça fait des super discours, ça fait des super livres. J'aurais tendance à dire peut-être même frustration, c'est-à-dire que ce sont des idées qu'on a du mal à inclure ou à rendre tangibles dans un monde où la réalité, c'est le rouleau compresseur de l'IA, c'est le rouleau compresseur de l'économie. On revient un petit peu sur la question qu'on vous a posée un peu avant. Quel rôle, moi je me positionne en tant que bioéthicien, on essaye de faire bouger les choses, mais on voit à quel point on décrit et à quel point on a envie de vous entendre et vous avez des choses à dire, mais concrètement, comment est-ce que ça peut peser dans le game ? Il faut prendre un exemple très simple, les fake news par exemple. Très intéressant les fake news. En 2018, tiens, Emma Gonzalez, rescapée d'une tuerie aux États-Unis, fait un discours absolument magnifique et dans la foulée de son discours, récupère plus d'abonnés que la NRA. Et un des types de la NRA à ce moment-là, Fumas, envoie, enfin Fumas c'est pas son nom, envoie un montage de Emma Gonzalez en train de déchirer la Constitution américaine. En réalité, la photo la montrait en une du Teen Vogue en train de déchirer une cible. Elle était contre le port d'armes, naturellement, donc elle déchirait une cible. Elle ne déchirait pas la Constitution. Et l'image d'Emma Gonzalez déchirant la Constitution a tourné. Et les gens disaient, mais elle est fausse, cette image, c'est un montage. Et ceux à qui on le disait répondaient, peut-être, mais c'est un faux plus vrai que le vrai. Et en fait, on était là, on avait basculé à ce moment-là. 2 ans plus tôt, quand Sean Spicer, éphémère porte-parole de la Maison-Blanche, déclare et veut démontrer qu'il y avait plus de monde à l'investiture de Trump qu'aux investitures d'Obama, il est ridicule parce qu'il dit n'importe quoi. 2 ans plus tard, on balance une fake news en connaissance de cause dont on sait que c'est une fake news et on s'en fout. Et c'est là qu'on a changé de monde. L'ennemi, c'est pas le fake. L'ennemi, c'est pas les fake news. L'ennemi, c'est le désir de croire. Et c'est là que la philo retrouve sa place. Parce qu'on ne peut pas lutter contre un outil qui nous permet de fabriquer l'image de son choix. Et on ne pourra pas convaincre les gens de ne pas se servir d'un outil comme celui-là. On ne convaincra pas les gens, on ne sépare pas la force de ce qu'elle peut. On est capable de le faire, on va le faire. En revanche, ce sur quoi on peut travailler, c'est sur la crédulité volontaire. C'est sur le désir de croire. C'est sur le désir d'adopter le fake comme plus désirable que la réalité elle-même. L'ennemi, c'est la victoire du souhaitable sur le réel. Ce qui donne, alors, en termes médicaux, on a eu l'épisode, par exemple, Didier Raoult, où un faux battleur déguisé en Christ a vendu son hostie mortelle pour 1 246 € à quantité de pigeons. Tout ça avec la bénédiction des pouvoirs publics pendant un certain temps. La particularité de ce que disait Didier Raoult, qui disait n'importe quoi, qu'il n'y aurait pas de deuxième vague, que ça se transmettait par les mains, enfin n'importe quoi. La particularité de Didier Raoult, c'est que toutes ces prédictions étaient agréables à entendre. Le souhaitable l'avait emporté sur le réel.
Et le problème, c'est l'irruption de l'intelligence artificielle au moment même où le souhaitable l'emporte sur le réel, au moment même où les biais cognitifs nous enferment dans le monde des gens qui pensent comme nous. Aujourd'hui, quelqu'un qui pense que la Terre est plate, au lieu d'aller à l'école et d'apprendre que ce n'est pas le cas, il va sur Facebook et il découvre la totalité des gens qui pensent la même chose que lui. Donc l'ennemi, l'adversaire, l'adversaire n'est pas l'outil. L'adversaire, c'est l'utilisateur et c'est le récipiendaire. L'adversaire, c'est celui qui reçoit l'information désirable comme étant vraie parce qu'elle correspond à son désir. Et cette question-là, pour le coup, apprendre aux gens, par exemple, qu'est-ce qu'on apprend en terminale à des élèves? On leur apprend, selon la formule de Spinoza, que la vérité qui dérange est de meilleure compagnie que l'illusion qui réconforte. Qu'est-ce qu'on apprend en terminale à un élève? On lui apprend à s'intéresser au monde séparément du besoin qu'il en a. On lui apprend à ne pas tenir ce qu'il croit pour la vérité, mais à exposer ce qu'il croit aux objections d'un autre. On apprend tout ça en terminale et c'est pour ça que c'est tellement important de faire de la philosophie, parce que l'effet collatéral de tous ces apprentissages, ce sont des citoyens dont le désir de croire n'a pas pris le dessus sur le goût de la réalité. Donc, ne nous trompons pas d'ennemi. L'ennemi, ce n'est pas l'objet. L'intelligence artificielle me paraît un oxymore, mais notamment parce que j'ai un ami, un copain américain, un peu mélancolique, comme ça, qui parfois, un jour, je le vois en train de regarder son smartphone avec l'air triste. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es triste? Et il me dit, the problem is, it doesn't love you back. Oui, mais c'est très important, ça. C'est très important. C'est très important de le comprendre. It doesn't love you back. On peut parfaitement tomber amoureux de son robot comme on peut tomber amoureux d'une héroïne de roman. Mais à condition de savoir que le robot s'en fout ou que l'héroïne de roman vous le rendra autant que votre micro-ondes. C'est ça qui est important, si vous voulez. Ce qui est important, ça n'est pas d'aimer, bien sûr. C'est d'aimer, bien sûr, mais c'est surtout de faire la part. Apprendre à distinguer ce que nous souhaitons et ce qui existe. Or, nous sommes dotés, les citoyens que nous sommes, sont dotés désormais de moyens considérables de déni. Nous avons tous désormais la possibilité de faire l'autruche et de le faire durablement. Donc c'est là que la philo intervient en réalité. La philo intervient quand elle s'adresse à des élèves et qu'elle leur apprend à regarder le monde séparément du besoin qu'ils en ont et à juger les choses séparément de leurs désirs. Voilà. Or, une telle tâche, une telle entreprise précède de très loin l'invention de l'intelligence artificielle, mais elle est d'autant plus nécessaire à une époque où nos jeunes cerveaux ont tant de moyens dans les mains. Un grand merci à Raphaël Enthoven, un grand merci à nos deux intervenants. Il est temps de donner la parole à notre public qui souhaite poser une question. Levez vos mains, s'il vous plaît. Levez-les bien. Alors, 1, 2. Bon, on commence. Et une là-bas. Fiona. Bonsoir, Monsieur Enthoven. Pour vous avoir écouté précédemment et ici, finalement, est-ce qu'on a encore le droit, face à une telle usurpation, de parler d'intelligence artificielle? Est-ce que, pour ne pas encore tromper plus avant les récipiendaires dont vous avez parlé, est-ce qu'il ne faudrait pas la rebaptiser, lui donner un vrai nom? Bonsoir, je m'appelle Samy, j'ai 19 ans et je préside l'association Uni Strasbourg, donc la seule association à Strasbourg qui rassemble les étudiants de droite. Et donc j'ai une question qui porte sur ce domaine. Selon vous, quelle doit être la place de l'intelligence artificielle au sein de l'université? En tant que médecin, je serais intéressé d'avoir votre avis ou les possibilités de l'intelligence artificielle pour nous aider au diagnostic et aussi pour aider les politiques de santé publique. Est-ce que vous voyez des possibilités pratiques? Bonsoir, j'aurais une question pour vous, monsieur François-Xavier Bellamy.
plutôt dans votre rôle d'homme politique. Alors ça serait par rapport au constat en fait que, à mon avis, et je pense qu'il est partagé par beaucoup de gens, l'Europe est passée à côté de la révolution des GAFAM au début des années 2000. Et est-ce que vous pensez, et comment, dans quelle mesure pouvons-nous apprendre de nos erreurs et cette fois-ci prendre de l'avance et réussir cette nouvelle révolution technologique qu'est l'intelligence artificielle? Merci. Chers invités, c'est à vous de répondre. Commençons par M. Enthoven. Oui, sur la question de l'intelligence artificielle comme d'une contradiction, sur l'expression elle-même, l'expression est-elle en elle-même contradictoire? Je crois qu'il faut faire une petite nuance ou distinguer deux significations de l'intelligence. Vous avez la signification qu'on entend ordinairement de l'intelligence comme une capacité d'analyse, de décomposition, de morcelage du phénomène, de compréhension, de décryptage. Autrement dit, la faculté, c'est l'intelligence au sens que Bergson lui donne. Et quand on parle de l'intelligence en ce sens-là, il faut garder à l'esprit l'intuition fabuleuse de Bergson. Il dit « Nous sommes séparés du monde par les moyens que nous avons de le connaître ». De la même manière que nous pouvons disséquer un vivant tout en perdant ce qui fait qu'il est vivant, c'est-à-dire quand on dissèque un vivant, ou quand on dissèque un cadavre, pardonnez-moi, quand on dissèque un cadavre, ce que l'on découvre ne peut pas être la vie. À aucun moment, on ne retrouve pas le secret de la vie dans la dissection d'un cadavre. On ne retrouve pas le secret de la vie dans la dissection d'un cadavre. De la même manière, l'intelligence nous sépare du monde par les moyens qu'elle nous donne de le connaître, par les moyens qu'elle nous donne de le comprendre et de l'embrasser. Mais il existe un autre sens de l'intelligence, qu'on retrouve par exemple, alors je ne sais pas comment le traduire en anglais, mais dans l'expression française, être en bonne intelligence. Ou bien, alors voilà, ou bien avoir, ou alors par exemple, ou qu'on emploie, quand on accuse quelqu'un d'intelligence avec l'ennemi, qu'est-ce qu'on entend là? On entend intelligence comme un synonyme de complicité, comme le synonyme d'une proximité qui en elle-même ne peut pas faire l'objet d'une connaissance exacte. Et en ce second sens de l'intelligence, la notion d'intelligence artificielle est absurde. Le premier sens de l'intelligence qui nous sépare du monde par les moyens qu'elle nous donne de le connaître, l'intelligence artificielle y excelle naturellement. Y excelle. Elle accomplit des prouesses formidables. Le second sens de l'intelligence, le synonyme de complicité, quand l'intelligence signifie la complexité, elle est accessible à l'intelligence artificielle. Quand elle signifie la complicité, alors c'est une autre langue. C'est une autre langue, et là, pour le coup, intelligence artificielle est un oxymore. Et juste un mot sur la médecine. Comment dire ? Avec l'intelligence artificielle, le médecin aujourd'hui est une sorte de Superman doté de pouvoirs extraordinaires et de pouvoirs prédictifs extraordinaires. Il a des outils merveilleux. Mais ces outils n'épuisent pas la nécessité de prendre une décision dont il soit responsable. Ces outils n'épuisent pas la singularité du colloque entre le médecin et son malade, la singularité intransmissible de la relation unique qu'il y a entre le médecin et le malade. Ces outils extraordinaires ne changent rien au fait que, comme dit Canguilhem, le philosophe de la médecine, la maladie, il n'est de maladie que l'expérience vécue par le malade lui-même. Aucun de ces outils ne supprime ce qu'il y a de profondément humain, c'est-à-dire de non scientifique, dans l'exercice même de la médecine. Donc je ne crois pas que le médecin devienne désormais la boîte d'enregistrement, si vous voulez, de ce que ces outils lui montrent. On ne fait pas l'économie du colloque singulier qu'un médecin peut avoir avec son malade. Moi, je suis un peu lecteur de La Recherche du temps perdu. J'aime beaucoup ce livre.
Et vous avez dans La recherche du temps perdu de Proust quantité de médecins différents. Il y a des médecins inhumains et il y a des médecins merveilleux. Et on est au début du XXe siècle, et Proust décrit à merveille la façon dont un médecin brutal peut envoyer quelqu'un au tombeau, sans s'en soucier plus que ça. Alors que d'excellents médecins peuvent vous rendre la santé par les paroles qu'ils trouvent. Eh bien, cette particularité, la particularité de la médecine qui est d'être un art autant qu'une science, cette particularité intransmissible de la médecine, elle n'est pas entamée par la puissance des outils qui sont mis à notre disposition. Et encore une fois, la crainte globale de vivre dans un monde désormais déshumanisé est en réalité, pardon, mais l'idée que nos machines vont nous déposséder, ça date de la Grèce antique, ça date de Pygmalion. On le retrouve, on en a parlé tout à l'heure, on le retrouve avec le golem, on le retrouve avec Terminator, Frankenstein, Pinocchio. On a toujours fait le rêve que nos machines allaient nous posséder. La vraie question n'est pas de savoir quand nos machines vont nous posséder, on en est aussi loin qu'il y a 3000 ans. La vraie question, non, la vraie question n'est pas de savoir quand nous allons produire une machine consciente. On en est aussi loin qu'il y a 3000 ans. Le rêve de Pygmalion, il est toujours d'actualité. Hein. Que sa statue prenne vie, on en est toujours là. On en est toujours là. Donc la question n'est pas de savoir quand nous arriverons à produire ça. La question est de savoir d'où nous vient cette vieille trouille d'être possédés par nos possessions. D'où nous vient cette vieille trouille de fabriquer de toutes pièces un être conscient. Et en réalité, moi, il me semble qu'il y a une réponse toute simple à trouver à ça, c'est qu'on se prend pour Dieu. Il n'y a que Dieu qui fabrique des êtres qui lui tournent le dos. Il n'y a que Dieu qui produise des êtres libres. On se prend pour Dieu. Il y a beaucoup plus d'orgueil que d'humilité dans la crainte que nos possessions nous possèdent. Il y a l'idée qu'on est capable de produire quelque chose comme ça. Or, on en est durablement incapable, et je crois par définition. Je veux dire, juste un point. Il y a deux sources d'inquiétude. Comment dire ? Il y a deux choses ici. L'IA est illimitée, mais c'est une illimitation qui a des limites, ou qui a des bornes, au-delà desquelles il n'est pas possible d'aller. Elle est illimitée dans son domaine, mais son domaine, c'est son domaine, et ce n'est pas le domaine de l'esprit. Merci, Monsieur Enthoven. Monsieur Bellamy. Je reviens sur la dernière question pour commencer. Est-ce que l'Europe est dépassée ou risque d'être dépassée sur cette révolution de l'intelligence artificielle ? Je crois y avoir déjà esquissé les raisons qui font que nous avons manqué la révolution des GAFAM et que nous risquons de manquer aussi la prochaine. J'ai parlé de cette doctrine de la concurrence qui, je crois, est inadaptée à la nécessaire condensation de l'effort collectif pour investir au niveau requis pour être compétitif sur un sujet comme celui-ci, de cette contrainte réglementaire qui complique excessivement le travail de beaucoup d'acteurs, y compris dans le monde de la recherche en Europe. Tout ça est vrai. Et de ce point de vue-là, je le redis, pour nous, et c'est un point d'avertissement que nous lançons régulièrement avec les collègues qui sont ici au Parlement européen, nous n'avons pas le droit de nous désarmer nous-mêmes par un excès de complexité, de contraintes, de défiance envers nous-mêmes. Nous n'avons pas le droit de nous priver de la possibilité de connaître ces outils. La particularité de ces outils, en effet, c'est qu'ils sont singuliers, nouveaux dans leur complexité, et qu'il sera difficile d'être régulateur de quelque chose qu'on ne comprend pas. Il sera difficile de contrôler ce qu'on ne sait pas inventer. Et c'est peut-être la singularité de la révolution technologique d'une manière assez générale, que pendant très longtemps, les hommes recouraient à la technique et à une technique qu'ils étaient capables de comprendre. Quand vous tiriez l'invention de la roue est une invention fabuleuse, mais quand vous tirez une charrette à cheval, vous voyez comment ça fonctionne. C'est pas particulièrement compliqué. Et au fond, les dispositifs techniques, pour complexes qu'ils étaient susceptibles d'être démontés, compris, remontés
par les individus qui les utilisaient dans des conditions normales. Y compris d'ailleurs au moment du développement du moteur à explosion. Vous aviez une 4L, si vous étiez un peu mécanicien et que vous aviez un peu la main, vous pouviez démonter, remonter votre voiture, vous pouviez intervenir vous-même, vous ouvriez le capot et puis vous pouviez réparer ce qui vous semblait dysfonctionnel. Aujourd'hui, vous roulez avec les voitures que nous utilisons aujourd'hui. Si vous ouvrez le capot, vous allez voir une grosse boîte noire. Et la voiture fonctionne maintenant plus avec des algorithmes qu'avec de la mécanique. Donc on se retrouve devant effectivement le fait que les technologies qui sont les plus nécessaires à nos existences deviennent des boîtes noires. Un smartphone, encore une fois, on en utilise tous un, mais aucun d'entre nous ici ne peut savoir comment ça fonctionne. C'est littéralement inaccessible pour le commun des mortels, et même pour les gens qui ont conçu cet outil dont personne ne sait à lui tout seul comment peut fonctionner l'ensemble. Donc ça, c'est le grand défi, et pour ça, on n'a pas le droit politiquement de sortir complètement de la bataille de l'innovation, parce que si on en sort complètement, alors on perd aussi le travail de régulation et la capacité de le mener et de le mettre en œuvre sérieusement. Et pourtant, les enjeux sont immenses, et je voudrais me tourner vers la question qui était posée à l'instant sur la médecine. Si j'avais dû répondre, j'aurais dit en beaucoup moins bien ce que Raphaël vient de partager avec vous, donc je suis trop heureux de l'avoir entendu. Je crois qu'en effet, un des enjeux majeurs, c'est que une machine peut aider le médecin, et elle le fait déjà, et elle le fera à l'avenir d'une manière extraordinaire, et il faut utiliser toutes les ressources de la science et de la technologie pour renforcer la capacité du médecin de faire son office, c'est-à-dire de soigner. La machine peut être une aide extraordinaire au diagnostic, et aujourd'hui déjà, bien des praticiens en témoignent dans des domaines qui sont très complexes. La machine permet d'identifier des pathologies, de trouver des symptômes, de remonter à leur cause que le simple regard humain n'aurait peut-être pas aussi bien distingué. À la fin, reste évidemment un enjeu majeur qui est celui de la responsabilité. Et jamais une machine n'assumera la responsabilité, parce que la machine n'est pas dotée de ce qui en est le substrat indispensable, et qui est la liberté. Nous projetons la liberté dans la machine. Lorsque nous parlons avec nos assistants vocaux, nous avons presque le sentiment qu'ils disent quelque chose qu'ils pensent. Et je voyais ce grand débat aux États-Unis en ce moment sur faut-il apprendre aux enfants à être polis avec Alexa et Siri. C'est comme traiter la machine comme un être qui aurait la capacité de souffrir, la capacité de choisir, la capacité de répondre. Mais la machine ne répond pas en réalité. Elle n'est pas responsable. Elle n'est pas d'ailleurs juridiquement responsable. C'est un autre aspect de la dimension légale à laquelle nous faisions référence. Aujourd'hui, nous voyons des problèmes d'éthique appliquée en philosophie utilisés par des constructeurs automobiles. Comment faut-il faire si vous construisez une voiture qui conduit de manière automatique? Comment faut-il faire pour lui apprendre des discernements moraux dans des situations tragiques où elle doit choisir d'une certaine manière le moindre mal entre deux accidents possibles? C'est le vieux paradoxe utilitariste du tramway. Vous êtes devant un tramway qui dévale une pente, ou alors vous êtes le conducteur du tramway. Vous avez devant vous une personne et vos freins ont lâché, et si vous allez tout droit, vous allez heurter cette personne et la tuer. Ou bien vous pouvez tourner le volant, et sur la voie d'à côté, l'aiguillage vous emmène vers un groupe de 5 personnes. Vous avez deux options, soit vous ne faites rien, une personne meurt mais vous n'avez rien fait, soit vous faites quelque chose, c'est l'inverse en fait. Vous avez devant vous 5 personnes, vous pourriez sauver 5 personnes en détournant l'aiguillage, mais dans ce cas vous intervenez et vous prenez une responsabilité. Aujourd'hui, ce paradoxe du tramway qui était une pure hypothèse de réflexion utilitariste devient un moyen d'éduquer des machines à prendre des décisions dont l'impact humain est potentiellement tragique. Mais la machine n'est pas responsable. À la fin, c'est le concepteur de l'algorithme qui assume la responsabilité légale, mais qui assume aussi la responsabilité morale de la manière dont il a construit le robot qu'il a dessiné. Donc on voit bien au fond que le mieux qu'on puisse tirer de l'intelligence artificielle, c'est de soutenir l'intelligence humaine dans les choix qu'elle doit prendre et qu'elle devra assumer. Et je crois que ça dessine la question que vous posez, finalement une perspective d'espérance pour faire face à cette question. C'est que l'intelligence artificielle, en venant soulager l'humain d'une part de calculs patients, complexes, laborieux,
nous permet de mettre notre intelligence dans ce qui lui ressemble le plus, dans ce qui lui revient le mieux, c'est-à-dire l'exercice du discernement et de la liberté. Si demain un médecin, par exemple, peut prendre moins de temps dans des analyses purement techniques et avoir plus de temps pour ce colloque singulier avec le patient, si un médecin peut être mieux accompagné dans son discernement pour pouvoir mieux faire son travail, qui est de soigner, ce qui implique une relation complète de personne à personne avec le malade qui lui est confié, alors dans ce cas-là, d'une certaine manière, nous aurons trouvé dans l'intelligence de la machine l'occasion d'être plus humain, l'occasion d'être plus consacré à ce qu'il y a d'humain en nous, c'est-à-dire à ce qu'il y a de libre, à ce qu'il y a de responsable, à ce qu'il y a de sensible, à ce qu'il y a d'ouvert à une relation véritable que la machine jamais ne pourra enfermer complètement. Ce qui nous conduit à la question de l'université. J'ai échangé avec un professeur d'université sur le sujet il y a quelques semaines qui me disait « mais finalement, c'est merveilleux l'intelligence artificielle. Nos étudiants vont faire semblant de faire des copies, que l'IA écrira à leur place, mais nous pourrons donner leurs copies à corriger à l'IA. Donc, finalement, nous laisserons les robots se parler entre eux et ne nous restera que le meilleur de l'enseignement, c'est-à-dire la relation personnelle d'un professeur à son élève. » Moi, je crois que l'intuition était très largement inexacte. En tous les cas, c'est mon désaccord avec ce collègue. Il me semble qu'en réalité, produire une copie, écrire un texte, écrire une dissertation de philosophie, lire une copie, lire un texte, lire une dissertation de philosophie et y répondre. Et on retrouve ici l'idée de la réponse et de la responsabilité. C'est là que se joue au fond la manière dont grandit notre liberté. Et il me semble que de ce point de vue-là, le défi devant lequel nous sommes placés aujourd'hui, c'est celui que vous avez très largement évoqué, cher Raphaël, celui de faire grandir la liberté en nous, de nous rendre plus humains face à la machine. Moi, je ne crois pas, comme vous le disiez, que la machine puisse devenir intelligente, mais je crois que l'homme peut devenir mécanique. Je pense qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle. En tous les cas, ce qui m'inquiète dans le monde de demain, ça n'est pas l'intelligence artificielle. Mais ce qui m'inquiète, c'est la bêtise naturelle. C'est-à-dire le fait que nous puissions être stupides en face de nos machines. Je ne crois pas que les machines deviendront libres, mais je pense que nous pouvons devenir esclaves. Je ne crois pas que les machines puissent devenir autonomes, mais nous pouvons devenir dépendants de nos machines. Et pour le coup, je crois en effet, effectivement, que nous courons le risque de devenir un jour, finalement, les outils de nos outils, d'être soumis au pouvoir de notre propre pouvoir. Nous risquons, et encore une fois, je le redis, nous le voyons bien dès aujourd'hui, ça n'est pas seulement de la science-fiction, c'est ce que nous vivons tous maintenant, ce que je suis le premier à vivre. Nous sommes fascinés par nos écrans deviennent un écran entre le réel et nous, et il suffit de voir, je ne parle pas seulement de la génération des adolescents d'aujourd'hui, je m'inclus dans le problème, il suffit de voir à quel point, bien souvent, nous finissons par ressembler à des prolongements des téléphones que nous avons dans nos mains. Ce n'est pas que le téléphone soit réellement intelligent, mais c'est nous qui finissons par perdre notre intelligence à force de ne plus l'exercer à ce travail qui consiste à chercher, à discerner, à réfléchir, à s'interroger, à s'inquiéter, à s'angoisser. Finalement, à force de confier toutes nos questions à des moteurs de recherche, nous finissons par perdre la capacité de chercher nous-mêmes et de distinguer le vrai du faux dans cet univers qui produit pour nous une quantité de réponses qui exige de notre part une vertu plus nécessaire que jamais, qui est celle du discernement. Et de ce point de vue-là, je crois qu'à l'école aujourd'hui, à l'école, à l'université, le défi majeur, c'est de réussir à mettre à distance nos écrans. Et puisque nous vivons dans le monde du big data, dans le monde où la donnée, où le chiffre, où la statistique, où l'algorithme semble avoir décidé qu'il pouvait traduire la totalité du réel, où nous avons décidé que le chiffre pouvait traduire la totalité du réel, il me semble que rien n'est plus nécessaire que de retrouver, et d'abord à l'école et d'abord à l'université, ce qui est l'antidote à la toute-puissance des chiffres, c'est-à-dire les lettres et les livres. Et dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, sans doute rien pour nous rendre plus humains face à nos propres machines, rien n'est plus nécessaire que la fréquentation des livres. Parce que le livre, c'est l'exact inverse de ce rapport aux écrans qui sature notre expérience ordinaire. Lorsque vous allez sur Google, d'abord tout est fait pour aller le plus vite possible, de la question à la réponse, du désir à sa satisfaction. Nous avons construit nos systèmes et nos structures et nos réseaux pour l'accélération du réseau, pour l'accélération du débit, pour la rapidité de ce chemin. Il faut aujourd'hui, et tous les systèmes informatiques sont conçus pour cela, il faut aujourd'hui que, sans aucune consistance du temps, vous puissiez passer de la simple curiosité à sa réponse immédiate. Et
Et l'intelligence artificielle a ceci de fascinant que vous lui posez une question, immédiatement elle produit la dissertation. Le livre, c'est l'exact inverse. Dans le livre, ce qui compte, ce n'est pas la rapidité qui vous mène vers la réponse, c'est le temps que vous passez pour aller vers la réponse. Quand vous allez sur un moteur de recherche, vous cherchez quelque chose que vous avez déjà trouvé, parce que sinon vous ne le chercheriez pas. Quand vous ouvrez un livre, vous ne savez pas ce que vous allez y trouver. Et si vous ouvrez un roman policier, la chose la plus absurde à faire serait d'aller tout de suite à la dernière page pour savoir qui est le criminel. Ce qui vous intéresse dans le livre, c'est le chemin, c'est la distance, c'est la durée, c'est le temps que vous passerez avec cet auteur dont vous ne savez pas encore ce qu'il a à vous donner. L'intelligence artificielle ne vous donne rien que vous n'ayez déjà trouvé d'une certaine façon. Le livre, au contraire, vient vous surprendre, vous choquer peut-être, vous heurter. Et de ce point de vue-là, il faut qu'à l'université, et je sais que c'est une des causes que défend l'Uni, par exemple, il faut qu'à l'université, on accepte de se laisser heurter. Il faut qu'on accepte de se laisser éprouver par l'expérience de la pensée contradictoire, de ce qu'on n'avait jamais réfléchi, de ce qu'on n'aurait jamais accepté de penser soi-même. Il faut qu'on accepte de se laisser déranger. L'intelligence artificielle vous enfermera dans des bulles de certitude que vous décriviez très bien. Le livre, au contraire, vous en sort. Il vous provoque et il peut vous insupporter. Mais en faisant l'effort de l'ouvrir, vous apprenez à penser, parfois contre vous-même, parfois à distance de vous-même, mais à penser plus librement et à gagner là-dedans l'expérience de ce discernement qui demain vous conduira face à ce que les machines produisent et ce qu'elles apportent de meilleur, à distinguer le vrai du faux, à faire l'expérience de la liberté devant la quantité de matière qu'elles produiront sous vos yeux, pour distinguer l'apparence de la substance, pour distinguer l'image de la réalité. Et cette vertu de discernement, qui n'a jamais été aussi nécessaire pour faire grandir la liberté, elle s'apprend et se trouve toujours autant dans les livres. Liber, c'est l'étymologie du mot livre, dans les livres qui contiennent le secret de cette aventure de la liberté que les machines n'apprendront jamais. Alors, un point, je voudrais juste ajouter une chose à ce que vous dites qui est formidable, qui est très juste en tout cas, c'est le fait que, comment dire, on peut être... c'est très important cette idée, l'idée selon laquelle nous pouvons... Comment dire, la bêtise humaine est plus certaine que l'intelligence artificielle. Est une valeur beaucoup plus sûre. Et effectivement, l'idée, comment dire, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas sur le point de créer des machines vivantes, et nous ne le sommes pas pour, à mon avis, durablement, que nous ne sommes pas nous-mêmes exposés à devenir nous-mêmes des machines. Et c'est très intéressant parce que, et ce que je voulais ajouter, c'est que bien souvent, pour le dire autrement, c'est pas parce que les machines nous mangent la vie que nous sommes sur le point de créer des machines vivantes. Et or, bien souvent, les deux mouvements sont simultanés. Nous hallucinons que nos machines sont vivantes à mesure que nous nous soumettons à elles. Plus on regarde son smartphone, plus on a l'impression que c'est lui qui nous regarde. Et c'est très intéressant ça, c'est-à-dire que nous avons besoin de faire le rêve que nos machines soient vivantes alors que nous nous soumettons à elles. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il serait insupportable d'être vaincu par une absence d'adversaire. Il serait insupportable d'être vaincu par une machine qui n'a pas voulu nous vaincre. Il serait insupportable d'être possédé par une possession qui s'en fout. Donc nous avons besoin d'attribuer des sentiments et des intentions méphitiques aux machines qui sont les nôtres, parce que nous nous soumettons à elles et que ça nous permet d'éluder notre propre responsabilité dans l'asservissement auquel nous nous livrons. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je trouve ce double mouvement très intéressant. Le côté, d'un côté, je m'abandonne à mes machines, je passe ma vie devant mon écran. De l'autre, je suis convaincu que les machines sont vivantes. C'est ce double mouvement, l'un ne va pas sans l'autre. Le désir de penser que nos machines soient vivantes va de pair avec l'incapacité de leur résister. Alors, merci. Une bonne soirée de bioéthique. On la reconnaît quand on a plus de questions à la fin qu'au début. Je crois que c'est le cas à l'heure où, effectivement, des choix éthiques pour les voitures autonomes sont faits avec des choix différents selon les pays et selon les continents sur lesquels on se trouve. On se questionne sur la possibilité de vivre ensemble dans un territoire. Là, nous sommes dans l'Union européenne et c'est pour ça que c'est particulièrement présent ici. Donc, il nous reste à vous remercier pour vos interventions. On sera probablement amené peut-être encore à en discuter, peut-être autour d'un cocktail où vous êtes conviés
grâce à l'APE qu'on remercie énormément. Et merci aux interprètes que j'espère nous n'avons pas épuisés par notre débit. Merci.